Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. J'ai l'impression d'être un fruit qu'on épluche. OK. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Et je cherche ma couleur à moi, hein. Je cherche l'identité de Mireille. Eh oui. Et à la fin, je m'aperçois, mais avec stupeur, qu'en épluchant tout ça, il reste absolument rien. Rien. C'est effrayant. J'aurais pu avoir peur, mais rendu là, c'était tellement rien qu'il n'y avait même plus de place pour avoir peur. C'était un silence sidéral, Wow. une paix incommensurable. Chers amis, bonjour, bienvenue, merci de votre fidélité, merci également pour tous les commentaires et les partages que nous lisons tous. Ah bah ça, je peux vous dire que nous avons même mis en place une sorte de petit comité de lecture pour voir un petit peu quels sont vos ressentis au travers des expertises que l'on vous propose ici depuis Montréal. Nous y sommes restés une bonne semaine et nous avons rencontré près de 21 experts qui sont venus nous parler d'abord de leur parcours de vie et ce parcours de vie qui a permis d'être celui ou celle qu'ils ou elles sont aujourd'hui. Voilà. Et justement, on va continuer ce joli parcours avec mon invité d'aujourd'hui qui se prénomme Mireille. Mireille Côté est installée sur les canapés. Bonjour Mireille. Bonjour Marc. Merci d'être là. Merci, tout va bien? Oui, tout va bien, merci. Bon, alors, écoutez, je suis content on va parler de votre parcours de vie. On va parler évidemment de votre expertise. Vous êtes praticienne en accompagnement et vous faites des séances énergétiques. Ça, c'est intéressant. Mais je me suis demandé en préparant votre émission avec la fiche de production, comme on dit chez nous, c'est que vous êtes une artiste surtout. Une artiste, ça peut être un rôle, entre autres, une étiquette, entre autres, mais je suis comme vous, je suis beaucoup plus que ça. Mais vous avez, la musique a une dimension particulière pour vous. Ben oui, ça c'est certain, parce sûr. que oui, avant de faire ce que je fais, j'étais musicienne pendant plusieurs années. Eh oui. Ben oui. Et la vie vous a un peu imposé de changer d'orientation, avec une blessure? Oui, ben j'ai l'impression que c'est peut-être moi à un autre étage qui a vu que c'était pas ma place et que je devais me réorienter. Ouais, j'ai fait du piano pendant longtemps et quand j'étais rendue à la fin du baccalauréat en musique et là ce qui s'est passé c'est que j'ai choisi une pièce qui était trop grande pour mes toutes petites mains. J'ai été un peu gourmande et orgueilleuse aussi, il faut le dire. Et en un été, mon poignet s'est cassé et il a fallu que je mette un terme à cette pratique-là. Mais vous auriez pu le faire avec un peu plus de modération. Mais non, vous avez préféré effectivement changer complètement de... Vous ne pouviez plus du tout jouer du coup avec le poignet. Ah ouais, c'était plus possible du tout. Là, non, je pouvais à peine me verser une pinte de lait. Là, ma main tremblait effectivement. comme ça. C'était pas possible. Et donc, on va voir évidemment votre histoire, votre parcours de vie avec votre site, conscience-en-éveil.com, c'est ça? On va en parler précisément. Il y a une autre spécificité et particularité dans votre parcours de vie, c'est que vous avez fait une psychanalyse, une psychothérapie. Oui, qui a duré... 20 ans. Oui. Et pour aboutir à quoi? Pour aboutir à un grand dépouillement qui a mené à une découverte inopinée d'être cette vastitude
derrière toutes les identifications qui se sont épluchées. Et c'est arrivé un peu par accident parce que en fait, je me savais pas du tout sur un chemin spirituel. En fait, je croyais pas à ça, ces choses-là. Et même, vous dites, j'y croyais pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'était de la foutaise. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Et j'étais vraiment surprise de découvrir en épluchant, mais après 20 ans d'épluchage. Parce que en fait, c'est ça, c'est que quand je me suis blessée au poignet, j'étais hyper identifiée au rôle de pianiste. Bien sûr. J'étais une artiste. C'est pour ça que quand vous m'avez demandé qui suis-je, je peux plus répondre, je suis une artiste. Oh, vous savez quoi? Oui. Je pense qu'on est toujours une artiste. Ah! Quand vous avez fait un parcours comme ça dans la musique et dans cette dimension artistique pure, parce que là, pour le coup, pianiste, vous êtes... Aujourd'hui, vous tapotez un petit peu quand même. Oui, je tapote un petit peu. Donc, vous êtes encore une artiste. Ah oui, on peut dire comme ça. Bon. Oui. Ça vous gêne, non, qu'on dise ça? Non, ça me gêne pas. En même temps, je peux plus m'identifier à rien. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, vous faites 20 ans de psychothérapie et vous êtes quand même, j'allais dire, de ceux et celles qui sont venus s'installer ici et qui ont eu ce parcours de vie au travers de la psychothérapie. Vous êtes une des rares à dire que vous avez trouvé comment dirais-je, une réponse à vos questions au travers de ces 20 ans de la psychothérapie. Beaucoup disent, j'ai fait 20 ans de psychothérapie, ça ne m'a servi à rien. Ça aurait pu, mais savez-vous quoi, Marc? J'ai aussi eu la grâce de choisir des thérapies qui étaient très, très corporelles. Et ça a été un chemin qui a mené vers qui je suis vraiment. J'ai choisi de faire de la psychothérapie corporelle intégrée. Alors ça, c'est quoi? C'est une sorte, on pourrait dire une sorte de thérapie qui passe beaucoup par le corps pour savoir qui on est. OK. Ouais, pour identifier, par exemple, on peut nous faire fermer les yeux, faire énormément de scans corporels, ce qui peut aider à prendre des décisions, par exemple. Est-ce que je veux A ou je veux B, puis je regarde dans mon corps ce que ça fait, mais on développe une écoute fine du corps. Et des scans corporels, par le biais de cette psychothérapie-là, j'en ai fait pendant des années, des années. J'ai fait aussi une approche gestaltiste. Ça, c'est? Qui considère l'homme comme faisant partie d'un tout. Tenez donc. Et je choisissais aussi des thérapeutes par hasard, hein, mais on sait qu'il n'y en a pas. Je tombais sur des thérapeutes qui étaient très, très justement branchés sur leur corps et ouverts à autre chose. Et je pense que c'est sans doute ça qui vous a permis de ressentir ce que vous avez pu, ce que vous êtes aujourd'hui. Exactement. Et ça a pavé la voie aussi à ce qui s'est développé par la suite au niveau des soins énergétiques. Parce qu'en développant cette écoute fine du corps, en la peaufinant, à partir de là, c'est développé aussi une écoute du corps de l'autre. Et ce qu'on nomme le clair ressenti, en fait, il me semble que c'est pas tant de la magie, c'est juste un peu un prolongement de ça qui s'est développé par la suite, une suite naturelle à ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos séances énergétiques passent par le corps, beaucoup? Énormément, énormément. Ce qui se fait, c'est qu'il se fait un copier-coller des ressentis de l'autre dans mon corps. Donc, c'est vraiment fascinant. Quand ma conscience est ouverte, bon, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais il s'est développé la capacité de ressentir les corps énergétiques et les chakras des autres, et même dans le corps physique, où sont les blocages énergétiques, où sont les blocages même au niveau physique, même si je prétends pas évidemment faire du diagnostic. Mais quand je me place devant quelqu'un d'autre, des fois, au début même, je savais pas si c'était l'autre ou si c'était moi. Mais à force de faire des expériences, je voyais là où c'était bloqué. Et quand la conscience voit, la conscience se place sur le blocage et boum, et on passe d'un déblocage à l'autre. Et en fait, c'est assez simple. Alors, ça paraît simple comme ça, mais dans la pratique, c'est-à-dire, d'abord, est-ce que vous pouvez le faire à distance, ça? Tout à fait. Oui, sans problème. Oui. En visio, donc? En visio ou même sans voir la personne. Ah oui, même sans voir la personne. Oui. Donc, vous êtes capable de faire ce soin, ce scan énergétique à distance comme ça. OK. Comment est-ce que vous procédez? Vous êtes dans un état méditatif? Vous êtes dans un état modifié de conscience? Vous êtes... non? Comment, pour ressentir véritablement et faire ce scan? J'ai juste à être qui je suis là. Et ce que je suis, c'est en tant que tout cela. Parce que je suis pas juste un petit corps comme vous, hein. On est tellement plus grand. Et comment dire, dans cet état de conscience, de présence, je suis autant vous que la plante, que le mur.
J'ai juste à me mettre en syntonisation avec la personne, je demande à me connecter, et voilà, c'est fait. Ça paraît tellement simple et en même temps tellement abstrait. C'est vrai. Je pense qu'il faut véritablement d'abord le vivre, le ressentir pour pouvoir le comprendre. Et mettre des mots sur une pratique telle que la vôtre. On a tous, évidemment, sur cette chaîne entendu parler des soins énergétiques, qu'il n'y a pas que la distance n'existe pas, tout est vibration, tout est énergie. Ça, on l'entend voilà, 50 fois par jour. Mais je pense que pour que véritablement on comprenne bien votre approche, il faut vraiment la vivre. Ouais, c'est sûr. Oui, la vivre à la fois sur ma table, peut-être aussi, parce que ça se fait en interaction avec les gens. C'est vrai que les gens qui sont sur ma table le vivent. Mais vous touchez quand vous êtes sur la table? Oui, parce que quand je suis sur la table, j'ai en plus fait une formation en TIFA. TIFA, c'est une approche québécoise dans laquelle, bon, mes doigts sont autour du chakra coronal. Je suis assise à la tête de la personne. Okay. Et chaque doigt est relié à un organe qui est relié à un centre émotionnel. Et l'énergie voyage étape par étape vers les besoins les plus importants du corps. Donc, je combine le TIFA avec ce qui s'est fait naturellement après l'ouverture de conscience chez moi. Donc, à la fois, il y a cet outil-là, et à la fois, il y a Mireille qui est dans le corps de l'autre. Et, comme vous disiez, oui, effectivement, les gens sur ma table le vivent. Parce que, en fait, ce que j'aime beaucoup, ce que je chéris, c'est d'activer les capacités d'auto-guérison chez les gens. Ouais. Parce que c'est bien beau donner du poisson, mais j'ai envie de montrer à pêcher. C'est-à-dire rendre les gens autonomes. Éventuellement. Ouais. Éventuellement. Alors, ce que je fais pour ça, c'est que je décris. Je décris aux gens ce qui se passe dans mes doigts, ce que ma conscience voit. Et ensemble, nous plaçons nos consciences sur ce qui est vu. Mais sans intention, après, on lâche prise. Hein? D'accord. Et c'est magnifique parce que la conscience qui voit, c'est exactement ce qu'elle a à faire et les choses se débloquent tout seules. Et les gens qui sont en interaction avec moi le vivent live et ils se mettent à... Un exemple? Vous avez un exemple de situation où vous parlez d'auto-guérison? Un exemple... oui, par exemple... un blocage d'une cliente qui a du mal à reprendre une pratique suite à un traumatisme à son travail. Et c'est tout bloqué au niveau du cœur. Et là, les doigts se placent mes doigts se placent autour du chakra coronal. Mais c'est difficile de me rappeler exactement. Hein, oui, la pratique, mais... bon, disons que... Mais j'en invente un peu au fur et à mesure parce que je me rappelle pas. C'est ça, c'est que dans mes soins, après, je me rappelle plus de rien. De rien, oui, bien sûr. Pratiquement. Ouais. Mais disons, il se pourrait, par exemple, que la conscience voit un méga blocage au niveau du cœur et que la conscience se place dessus. Et à force de le voir, peut-être que ce cœur-là va être enrobé d'énergie sur le plan causal qui vont descendre. Parce que ça, c'est une autre chose. Ma conscience, elle a cette faculté de faire descendre des énergies élevées qui vont aller enrober ce qui fait mal. Et après, c'est comme si... par exemple, le cœur de la personne pourrait être baigné dans ces énergies-là très, très élevées. Et ça relâche. Ah oui, ah oui. Mais après, on voit où la conscience se place par la suite parce que c'est bien beau d'avoir débloqué un endroit. Mais après, ça va ailleurs. Peut-être les reins au niveau des pères vont aller se... Ouais, voilà. D'où l'intérêt sans doute de refaire peut-être d'autres séances derrière, d'autres approches différemment, même si la volonté première, c'est de rendre les gens effectivement autonomes. Vous avez dit quand même deux mots qui sont, en tout cas chez nous en France, je ne sais pas si ici à Montréal, c'est plus facile de les dire, mais auto-guérison, c'est toujours très compliqué pour nous. Parce qu'on a l'impression que le corps médical tel qu'on le connaît, c'est un peu chasse gardée que de dire auto-guérison. Ah oui. Voilà. Est-ce que vous avez la même chose d'ailleurs ici ou pas à Montréal? Ici, on pourrait pas dire guérison. D'ailleurs, j'en aurais pas la prétention. Auto-guérison, semble-t-il, serait autorisée au Québec. C'est un peu hypocrite. Vous pouvez pas dire guérison, mais vous pouvez dire auto-guérison. Bon, d'accord. Bon, les gens font ce qu'ils ont à faire. Exactement, et nous, on fait ce qu'on a à faire. Exactement. C'est une très bonne réponse. Alors, on pourrait se dire, est-ce que vous mettez ça sur le compte de cette psychothérapie qui a duré 20 ans, qui vous a permis d'avoir cet éveil-là? Parce que quand on va quand même parler de la petite Mireille, où il se passe des choses incroyables dans votre vie. Moi, en lisant ça, je me suis dit, c'est fou quand même. Dès toute petite et si petite, avoir autant de souvenirs, on va y revenir dans une seconde. Vous mettez ça sur le compte de quoi, cet éveil? Sur le compte de la vie.
C'est ce que j'étais venue expérimenter ici. Oui. En fait, il n'y a pas de raison. Sauf qu'il y a toujours un déclencheur. Il y a toujours quelque chose qui fait que... Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 20 ans, bon, les 2 premières années de thérapie ont été consacrées au deuil de la vie de pianiste. Ça a été ma porte d'entrée. Oui, parce que là, je ne savais plus du tout qui j'étais. Oui. Comme vous dites, j'étais paumée. Mais après, j'ai eu la piqûre et j'ai continué parce que je m'étais aperçue que que la vie continuait, même si j'étais pas pianiste. Et ça m'avait vraiment surprise. Hein. J'étais certaine que la Terre arrêterait de tourner. Mais après, j'ai vu toutes les autres identifications qui étaient là chez moi. Par exemple, je m'identifiais au rôle d'amie, au rôle de conjointe, plus tard au rôle de maman. Que vous vous étiez interdite d'avoir de l'époque où vous étiez artiste? Ben, en fait, non, j'avais déjà tous ces rôles-là, en plus du rôle d'artiste qui était le rôle principal. Bien sûr. Mais j'avais toutes sortes de sous-rôles. Mais là, se découvraient tous les sous-rôles qui étaient sous le rôle de pianiste. Et j'avais plus du tout envie d'acheter ça, mais j'étais pas capable de pas les acheter, ces rôles-là. Et c'est ce que j'ai, en fait, cherché à faire, c'est me dépouiller graduellement de tout ce que je suis pas. Et je m'apercevais que, par exemple, quand j'étais pianiste, les gens me regardaient comme une pianiste et je me comportais comme une artiste. Vous voyez, une artiste typique, c'est quoi? Hein? Oui, c'est ça. Un peu fleurie. Ouais. Entre la diva et... Oui, voilà, ok. Bon. Tout le monde a connu ça. Ben oui. Après, sûr. je suis devenue psychologue et les gens me regardaient comme une psy. Mais là, je pouvais plus acheter ça. J'ai jamais réadopté un rôle professionnel après. Ça a été terminé. Mais j'ai voulu quand même savoir qui j'étais, moi, mon essence à moi. Au-delà de tous ces rôles-là, je cherchais ma couleur. Je croyais que je trouverais une couleur propre à Mireille. Et au bout de 20 ans de psychothérapie, ce qui s'est passé, c'est que je me suis, force d'éplucher, là, il reste plus grand-chose. Et là, ça tenait qu'à un fil et j'ai partagé ça à ma thérapeute. Et elle a eu la merveilleuse idée de me dire mais pourquoi tu plonges pas dans ce vide-là quand ce sera un bon moment pour toi? C'est une psy qui m'a dit ça. Ça veut dire qu'elle vous... Presque, c'était une autorisation? C'était une suggestion. Suggestion? À laquelle j'aurais pas pensé toute seule. Pourtant, vous le ressentiez? Ben oui, mais j'aurais pas eu l'idée de plonger dans le vide. Okay. Parce que le vide peut être rébarbatif, hein? On peut avoir peur du vide. C'est pas intuitif de plonger dans le vide. Et de plonger dans le vide, concrètement, ça veut dire quoi? Ah ben concrètement, comment ça s'est passé? C'est que en plus, je sortais d'un divorce, donc une autre désidentification au rôle d'épouse. Vous avez un peu la totale, hein? Ah oui. Et là, je me retrouve assise à mon nouveau comptoir de cuisine dans ma nouvelle maison. Et là, j'étais prête. Et je ferme les yeux et je me dis à moi-même, mais qui je suis si je suis pas? Et là, j'épluche. Si je suis pas la psy, si je suis pas la maman, si je suis pas l'épouse ou l'ex. Si je suis pas l'artiste. Voilà. Et là, pourquoi pas si je suis pas mon corps? Parce que si on me coupait les 2 jambes, je serais pas la moitié d'une personne, je suis pas mon corps. Et si je suis pas mes pensées, parce que mes pensées changent tout le temps, ça peut pas être moi. Moi, je suis ce qui est constant. Si je suis pas mes émotions, même chose. Et là, j'ai plus, si je suis pas mes valeurs, tiens donc, parce que mes valeurs changent. Et j'ai plus tout ce qui peut changer. Et à chaque question que vous vous posez, vous avez des éléments de réponse? Ben, j'ai l'impression d'être un fruit qu'on épluche. OK. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Et je cherche ma couleur à moi, hein. Je cherche l'identité de Mireille. Et oui. Et à la fin, je m'aperçois, mais avec stupeur, qu'en épluchant tout ça, il reste absolument rien. Rien. C'est effrayant. J'aurais pu avoir peur, mais rendu là, c'était tellement rien qu'il n'y avait même plus de place pour avoir peur. C'était un silence sidéral, Wow. Une paix incommensurable. Ces questionnements que vous avez eus, ces phases de je m'épluche et puis j'enlève évidemment toutes ces couches successives, vous les faites dans quel état? Dans un état méditatif? Vous allez chercher ces réponses de quelle manière? Pratico-pratique, si je puis dire. Ah, moi, je méditais pas, hein. Non? Mais vous êtes dans votre cuisine? Je suis sur mon comptoir de cuisine, mais je suis en introspection et je regarde dans mon corps aussi, c'est comment. Je suis très connectée au corps. Je suis très...
je suis très enracinée à ce moment-là, mais sans savoir c'est quoi l'enracinement, parce que c'était pas exprès. Je suis tellement, en fait, je suis dans mon corps suite à toutes ces années-là de thérapie qui m'ont amenée vraiment à l'intérieur de moi. Et je suis ouverte et je suis curieuse. Et surtout, je suis dans de l'authenticité. Je cherche vraiment, vraiment qui je suis et je me cache pas. Parce que je pense que, sans doute, l'un des exercices, quand on vous écoute comme ça et que tout le monde comprend ce que vous avez pu vivre, partager, c'est de le faire, nous on dit, le faire en conscience. Mais j'ai le sentiment que c'est même plus que ça pour vous. Il y a évidemment de la conscience, mais il y a quelque chose en plus qui vous permet de... Vous ne pouvez pas vous mentir, vous ne pouvez pas jouer. Non, c'est ça. C'est en conscience, en présence. En présence. En conscience corporelle très, très affinée. C'est-à-dire que à ce moment-là, comme aujourd'hui, même ça s'est amplifié, mais à ce moment-là, je sens constamment, j'ai l'impression de sentir constamment toutes les cellules de mon corps. Je suis tellement présente à ce qui est là à l'intérieur, ça s'est développé. Que je peux, en fait, c'est pas possible de se mentir dans cet état. Quand vous êtes dans cet état, que vous arrivez à l'instant où vous pouvez analyser le rien, qu'est-ce que vous faites de cette information? Ben, en fait, j'analyse pas du tout le rien. Puisqu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour analyser. C'est ça, il n'y a rien du tout, évidemment. Qu'est-ce que je fais? En fait, au début, je m'étonne et j'y goûte et je plonge dedans. Et je le déguste et je suis dégustation et je suis ce qui est dégusté. Et je suis ce qui déguste. Vous pouvez comprendre que ça puisse, évidemment, quand on vous écoute comme ça, paraître très abstrait. Hein. C'est difficile à s'imaginer ça. Autant on arrive à percevoir, d'abord, avoir la nécessité, vous avez cette nécessité que de les chercher au fond de vous-même, qui est la véritable Mireille, en tout cas, qu'est-ce qu'il reste de l'essence même de ce qu'est Mireille. Mais ça peut paraître difficile quand on écoute comme ça en tant que spectateur. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que sans cette écoute fine de mon corps, probablement que j'aurais trouvé ça impossible à comprendre, en fait. Et je crois que c'est pas quelque chose qui est à comprendre avec la tête. Avec le mental. Oui, exactement. Peut-être l'invitation, c'est d'écouter le silence d'où partent ces mots. Écoutez le silence d'où partent ces mots. Vous avez tellement raison. Sauf que quand on est en émission comme ça, on ne peut pas ressentir par définition. Il faut l'expliquer. Oh, mais on peut ressentir aussi à travers un écran. J'ai l'impression, en tout cas, je me rappelle, j'ai un souvenir tellement précis d'un moment, bon, parce qu'après j'ai cherché de l'accompagnement, mais il y a un moment où j'écoutais une vidéo en particulier et j'étais complètement branchée sur le silence qu'il y avait derrière les mots et il y a un silence qui est rentré ici. Alors, c'est tout à fait possible. Je crois que la personne aurait pu parler japonais, chinois, peu importe. Extraterrestrien. Et le silence aurait été quand même communicatif. Alors, on va voir évidemment ce qui se passe. On va remonter un petit peu le temps pour parler de votre enfance et de votre adolescence. Parce que c'est important de revenir sur cette information. Moi, je l'ai même marquée là sur ma feuille et je l'ai entourée. Quand vous dites à environ 1 an et demi, vous parlez d'une expérience marquante devant un miroir avec cette sensation d'être bien plus vaste que l'image que le miroir vous reflète. Ah oui. Mais c'est pas tant le miroir et l'image qui vous reflètent, c'est les 1 an et demi. Comment? Mais on vous l'a raconté. Non, absolument pas. C'est ça qui est incroyable. Ce souvenir-là, il est revenu après l'éveil. Parce qu'après l'éveil, ce qui est arrivé, c'est des retrouvailles avec cet état de vastitude qui était là avant 1 an et demi. Et là, je me suis rappelée de cet état-là. Et je me suis rappelée du moment où ça s'est rétréci.
à ce moment-là devant le miroir où ma mère me dit « Mireille, regarde », et je parle à peine, mais je comprends bien par contre ce qu'on me dit. Ma mère me dit « Regarde dans le miroir, regarde Mireille, t'as pas compris que ça c'est toi dans le miroir, hein? Tu te vois pas, regarde, ça c'est toi ». Et puis moi je me rappelle à l'intérieur de moi le discours étant quelque chose comme « Ben non, ça peut pas être moi je suis tout ça, je suis beaucoup plus vaste que ça ». Ma mère me dit, non, non, regarde, bouge un bras, la petite fille dans le miroir va bouger un bras, tu vas voir parce que c'est toi. Et je bouge un bras, la petite fille bouge un bras, et je fais des jeux comme ça. Et là, je me rends compte que ça, c'est moi. En fait, et là, j'adhère au plus grand mensonge de l'humanité qui est d'être identifié à ce petit corps-là. Et mon espace se rétrécit tout d'un coup. Et quand je sors de la chambre de bain, je me rappelle que j'ai l'impression d'être beaucoup plus vieille et beaucoup plus petite. Mais cette notion d'1 an et demi, moi, me travaille. Écoutez, c'est peut-être 2 ans. Non, mais peu importe. Non, mais peu importe. Mais c'est vrai qu'avant 3 ans, on se dit, et je sais qu'il y a des gens qui vont commenter en nous disant, mais on peut pas se souvenir de ce qui s'est passé à 2 ans, 1 an et demi ou 3 ans. Donc c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant et assez incroyable, c'est que vous avez ressenti au travers de l'expérience et de l'accompagnement de 20 ans de votre éveil, en tout cas, vous avez ressenti cet état de connexion avec vous, petite, à 1 an et demi. Exactement, oui, c'est ça. Évidemment, je dis 1 an et demi, oui, c'est une approxe parce que je sais que je sais pas encore parler. Bon, ouais. Acceptation progressive de cette identité restreinte au corps, ce qui va entraîner une contraction de l'être, c'est ce que vous disiez justement, c'est que là, c'est comme une sorte de choc, en fait, le fait de vous voir comme ça, vous qui aviez visiblement la sensation d'être beaucoup plus vaste que ce que le miroir vous reflète, c'est très impactant quand même. Ben, les enfants s'adaptent assez rapidement. Je me rappelle pas d'un si grand choc, là. Hein, j'ai eu l'impression que c'était le cours normal des choses. L'évolution normale était de réaliser qu'on était ce qu'on était, soi-disant un petit corps. Ouais. Vous parlez aussi des souvenirs du passé, des vies passées. Où êtes-vous allé chercher ça? Ça aussi, c'est arrivé après l'éveil. Où il y a eu des évidences là, de vie passée. Je me rappelle, j'avais des sensations de peur intense quand j'étais petite, reliées par exemple à la peur du feu ou à la peur des avions au-dessus de ma tête. Mais plus tard, il est revenu des souvenirs de vies antérieures là, où il y a eu des traumatismes en fait. Donc ça, qu'est-ce que vous en avez fait de ces informations? Ben, j'ai fait des auto-soins. Ouais. Ben oui. Vous alliez dire auto-guérison. Mais ça a été des auto-guérisons. Et ça a été évidemment par des auto-guérisons. Oui, absolument, tout à fait. absolument. Est-ce que les auto-guérisons, enfin les auto-soins tels que vous les préconisez aujourd'hui, évidemment, vous les proposez en séance, même en séance à distance, on l'a bien compris, mais est-ce que vous les enseignez? Non, je les enseigne pas. Je saurais pas comment faire présentement pour les enseigner. C'est pour ça que enseigner, il y a évidemment un côté théorique quand on enseigne, pédagogique, et il y a un côté pratico-pratique. Et c'est sans doute, c'est tellement quelque chose que vous avez en vous, que vous ressentez profondément en vous, que ça doit être très difficile à enseigner pour le coup. C'est vrai que présentement, je pourrais pas l'enseigner. Peut-être plus tard, hein, la porte est pas fermée. Présentement, par contre, ce que j'aime, c'est accompagner l'éveil à soi. Mais je me considère pas comme une enseignante, plus comme une accompagnatrice. Ça fait 3 fois que vous insistez sur le mot accompagnatrice. Oh, mais ça, j'ai une histoire d'amour avec ce mot-là, Marc, parce que quand j'étais pianiste, mon souhait, mon rêve était d'être pianiste accompagnatrice. Et quand j'avais 12 ans, parce que j'avais fait du piano depuis l'âge de 5 ans, et quand j'avais 12 ans, un professeur m'avait dit quand tu accompagnes bien, tu gardes un œil sur 3 choses. Ta partition, ta petite voix intérieure et l'autre personne. Et ce trio-là, cette attention divisée en 3, c'est resté aussi à l'intérieur de moi quand je fais de l'accompagnement. Bon, c'est une autre sorte de trio, mais l'attention de la conscience peut se diviser aussi comme ça. Sauf que effectivement, et vous avez raison, c'est-à-dire que les 3 points essentiels que vous venez d'évoquer peuvent se traduire avec du soin énergétique et un accompagnement énergétique. Exactement. La partition reste l'être que vous avez en face de vous. Donc vous allez lire sa partition. Exactement.
Et en fait, c'est sa partition qui se laisse lire par la conscience qui voit. D'ici, moi, j'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit. J'ai l'impression de laisser être ce qui est, en fait. Ouais. Imaginons, je fais appel à vos services, je suis un client, j'ai besoin que vous me fassiez ce scan. Moi, j'appelle ça, je le dis avec mes mots, hein, peut-être que ça ne sera pas les bons mots, ils sont peut-être pas nécessairement adaptés. Donc, vous faites ce scan, je suis à 8000 km, et je vous demande d'aller voir ce qui se passe. Vous allez donc faire ce scan, et vous arrivez effectivement, vous pourriez, organe par organe, dire telle chose, telle problématique, tel blocage, tel sujet émotionnel, etc. Vous êtes capable de faire ça? Oui, fait comme ça serait pas tant utile, il me semble. Ce qui se fait plus naturellement, en fait, c'est de placer ma conscience sur la personne. Et la conscience va sur ce qui est bloqué en premier. Et par exemple, ça ne montrera pas les organes de façon systématique de haut en bas. L'énergie a le goût d'aller débloquer les mémoires cellulaires, par exemple, qui sont un peu plus renfermées en premier. Donc, ça rentre là où ça doit aller en premier. Et après, une fois que ça c'est ouvert, ça va ailleurs. Et après, une fois où ça c'est ouvert, ça va ailleurs. Donc, c'est plus dans l'intelligence de l'énergie. Comment vous débriefez ensuite à votre client? Comment vous lui expliquez le travail qui a été fait? Ben, en fait, quand la personne elle est avec moi, je lui dis au fur et à mesure. Évidemment, c'est plus simple. Parce qu'après, de toute façon, ça s'oublie. Alors, à la fin, je fais mon possible. Tout de suite après, si la personne a envie que je lui fasse un débriefing, je dis ce qui reste, mais ça traverse tellement... je suis tellement dans un autre état de conscience quand ça se passe que la mémoire, elle retient pas grand-chose. Hein. Et vous ne pouvez pas la verbaliser? Peut-être 5 minutes après, il reste encore des bribes que je verbalise, les plus gros trucs. En tout cas, pendant, vous pouvez pas? Pendant, oui. Pendant, je le dis au fur et à mesure, mais j'oublie après ce que j'ai dit. Vous pourriez vous enregistrer, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est une bonne idée. Non, mais moi, j'aimerais savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ouais. Ben, écoutez, vous me donnez des idées. Vous me taquinez, là. Non, mais c'est vrai, pour certaines personnes, non, je vous taquine un peu, mais pas tant. Mais c'est essentiel pour moi. Mais oui, j'aurais besoin de savoir, à partir du moment où vous faites ce scan-là, j'aurais besoin de savoir sur cet engrammage cellulaire, sur ce transgénérationnel, sur qu'est-ce que vous avez vu, ressenti, perçu, quelle est votre sensibilité. Mais j'aimerais vous entendre me dire ça. Ouais. En même temps, c'est drôle parce que si je donnais un enregistrement aux gens de ce qui se passe pendant la rencontre, après, qu'est-ce qu'ils en feraient? Oh, mais je trouve que ça permet de savoir. Mais à quoi ça sert de savoir quand c'est terminé? Parce que les blocages, ils sont partis après. Je suis d'accord. Mais on ne veut pas les faire revenir. Je suis d'accord. Sauf que on a aussi parfois envie de savoir ce qui a bloqué. Ah oui, ça on peut. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Personne, aucun de vos clients vous demande. Ben, en fait, la plupart des gens viennent m'entendre le dire au fur et à mesure. Ah oui, parce qu'ils sont en présentiel. Je soupçonne que quelques-uns enregistrent aussi. Ah bah oui, obligé. Ben oui. Non mais là, on parle évidemment à une communauté francophone, donc française surtout. Vous allez donc travailler à distance pour le coup. Oui, mais on est sur Zoom, hein. Sur Zoom, Skype, WhatsApp. Ouais, okay. Donc les gens m'entendent. Ils vous entendent en direct. Ben oui. Oui, évidemment. Ben oui. Ouais. Oh oui, puis s'ils veulent enregistrer, ils peuvent. Ouais, c'est pas un problème. Pas de souci. C'est pas un problème. Je suis étonné de voir que quand je vous pose la question, de dire quel est le cas qui vous a profondément marqué, c'est très difficile pour vous de répondre à cette question. Honnêtement, les cas me marquent pas, mais... Parce que vous vous en souvenez plus derrière? Mais vraiment, je m'en souviens plus. Si demain vous deviez écrire un livre, vous êtes un peu mal, quoi. Un peu, ouais. Mais il reste rien. Je me souviens de rien. C'est gênant. Ben, j'écrirais pas un livre sur les soins qui s'offrent à travers moi, sur on dit, ouais, c'est ça, sur les séances qui s'offrent à travers moi. J'écrirai un livre sur la conscience, sur l'ouverture de conscience. C'est ce que j'aimerais faire un jour, en fait. Et des fois, je me mets juste devant mon écran d'ordinateur et je laisse les doigts écrire et j'aime bien ce qui sort, là. Mais ce que je sais par contre, au niveau des séances énergétiques, ce qui débloque, hein, c'est des déblocages au niveau émotionnel, au niveau du mental, au niveau relationnel. Les gens me rapportent que la qualité de leur relation est meilleure, qu'ils sont moins dans leur tête, qu'ils sont moins attachés au passé, qu'ils sont plus dans l'instant présent.
les gens me rapportent que des croyances limitantes tombent, des mémoires transgénérationnelles tombent. Même, on va sur l'aspect multidimensionnel des vies parallèles, des blocages au niveau des vies parallèles aussi peuvent s'en aller. Ça, je sais que ça se passe, tout ça. J'ai enregistré il y a quelques jours à Paris une émission où on parlait de l'énergie de la Kundalini. Vous dites que vous avez cette énergie de Kundalini qui s'est éveillée en vous, véritablement, et le lendemain où vous ressentez votre corps qui était complètement différent, vous allez nous expliquer ça. Et en enregistrant l'émission avec mon invité, elle me dit, si un jour quelqu'un dit, j'ai ressenti une énergie, ce qu'on appelle une montée de Kundalini, dites-lui de nous expliquer parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a vécu ça. Ah, ok. Alors, si vous l'avez vécu, expliquez-nous. Ben, en fait, il y a la Kundalini, il y a l'énergie de la Kundalini qui monte et qui débloque les chakras, chakra par chakra. Ouais. Ça, c'est pas ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu l'éveil progressif de l'énergie de la Kundalini, mais pas cette Kundalini qui peut être traumatique, là. Qui est très violente, hein, non, c'est pas ça que j'ai vécu. Okay. Ça a été beaucoup plus doux chez moi. Mais vous l'associez, vous l'apparentez à une montée de Kundalini quand même? En fait, c'est l'énergie de la Kundalini qui s'éveille, c'est pas une montée de Kundalini, c'est deux choses différentes. D'accord. Ouais. Et donc cet éveil de Kundalini, comment on l'explique? Comment vous pouvez la décrire? Et elle arrive à quel moment d'ailleurs? Ouais, c'est ça. En fait, je pourrais vous raconter un peu comment c'est arrivé. Puis, ouais, c'est ça. C'est en écoutant une vidéo de Claudette Vidal où elle reçoit des énergies de... En fait, elle reçoit le silence de Bala Yogi. Et je me rappelle que quand j'écoute cette vidéo, c'est un peu après l'éveil. Quand j'écoute cette vidéo, je suis justement branchée sur ce silence. Et ce silence, il entre à l'intérieur de moi en même temps qu'à l'intérieur d'elle. Et je deviens silence, mes cellules se taisent, tout se tait en moi. Et il y a un état là qui me semble durer 5 minutes, mais je me réveille de cet état-là, ça fait 2 heures que ça dure. Et je me rappelle que mon corps fait toutes sortes de mouvements, d'ouverture. Ma tête a envie de débloquer mon chakra, par exemple, mon chakra de la gorge. Et ça travaille pour aller faire des déblocages partout. C'est ça, mon corps fait toutes sortes de mouvements que je laisse faire. Et suite à ça, je me réveille le lendemain matin et mon corps est en entier comme on pourrait dire, entouré. Je sens tout mon champ magnétique qui est là autour de moi. Je me sens comme ça, avec un champ magnétique. Et j'avais d'ailleurs le réflexe de me ronger les ongles depuis que j'ai des ongles. J'arrive pour me ronger les ongles et ça fait wow. Impossible de porter mes doigts à ma bouche. Impossible. Tout est hyper protégé. Ce corps est protégé. Je peux pas lui faire de mal. Et suite à ça, c'est l'énergie de la Kundalini qui part du bas du ventre ici, là, entre le premier et le deuxième chakra. C'est comme un noyau qu'on sent un peu chaud et qui donne des impulsions et qui va les débloquer chakra par chakra. Et mon corps prend toutes sortes de pauses. Par exemple, je vais prendre des marches dehors et j'ai les hanches comme ça parce que mon corps, il veut ouvrir mes hanches, il veut ouvrir le bas. Après, je me mets en méditation et je me mets à prendre des pauses que je connais pas. Moi, j'ai jamais fait de yoga, mais ça fait des mouvements avec les doigts, avec les bras. Ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Et j'ai l'impression que c'est cette énergie-là que j'appelle l'énergie de la Kundalini qui pousse pour aller ouvrir. Et ce processus-là dure quelques mois. Ou par exemple, ça a duré quelques semaines où je pouvais plus arrêter de bouger ma tête en méditation parce que il y en a plusieurs qui vivent ça parce que ça veut ouvrir le chakra de la gorge. C'est ce qui est arrivé. C'est impressionnant alors. Ah oui, c'était très impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Au point de vous perturber, de vous faire peur? Ça, c'est drôle parce que justement, cette Kundalini envoyait des énergies aussi qui m'apaisaient. J'étais constamment apaisée. Je fais ce mouvement-là parce que c'est l'impression que ça fait quand ça monte. C'est comme des petites bulles de calme qui montent. Et on peut s'énerver un peu, mais tout de suite après, les bulles de calme nous calment. Vous savez, quand je vous entends parler comme ça, je me dis parfois, j'ai vraiment le sentiment que vous faites partie de cette catégorie de gens qui
vous appelez ça l'éveil spirituel, j'appelle ça un état de grâce, quoi. Ah, ça, c'est totalement un état de grâce. C'est tellement presque hallucinant. Oui. De transformation, de ressenti physique, oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hallucinant et c'est vrai que ma vie a basculé. Totalement. Totalement. Mes goûts ont changé au complet. Vous aviez déjà vos enfants et tout à l'époque? Ouais. Ouais. Ils ont dû voir une maman différente. Ben, ils étaient assez jeunes en 2019-2020, parce qu'en fait, j'en parle comme si c'était arrivé tout d'un coup, hein, mais j'ai cherché aussi de l'accompagnement pour intégrer cet éveil-là qui est arrivé en 2019. Donc, ça s'est fait en 2019 et 2020. Bon, ils avaient 5 et 7 ans et demi, 8 ans. En fait, je crois qu'ils ont eu depuis une maman encore plus aimante et ouverte et accueillante dans tout ce qu'ils sont, en vérité. Je crois que ça a été gagnant pour eux. Elle est cool, maman. Ils ont dû se dire un truc comme ça. Oh, maman, elle a changé, t'as vu, elle a eu une montée de Kundalini, hein, c'était waouh, 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 oui, maman, oui, 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 encore. Non, mais c'est vrai, c'est un état qui est juste. On entend beaucoup de descriptions de gens, de thérapeutes aujourd'hui, évidemment, qui ont changé de vie après avoir ressenti ce genre d'état-là. Parce que ça ne peut être que transformateur. Oui. Vous ne pouvez pas rester avec ça et puis retourner à la banque demain ou derrière votre guichet au comptoir. C'est pas possible. Ben, j'ai essayé de retourner sur ma chaise de psy et ça n'a pas été évident. J'imagine, ouais. C'est-à-dire que là, il y a un décalage, il y a un gouffre entre les deux, quoi. Ben, le gouffre était pas si grand parce que, en fait, au départ, je travaillais quand même. Je me rappelle que j'avais le souvenir, même quand j'étais psy, de mon troisième œil que je sentais ouvert. Dans les dernières années, là, mon troisième œil était ouvert. Donc, j'étais une psy un peu ouverte, on pourrait dire ça. Vous savez qu'il y a des gens qui attendent ça toute une vie. Ouais. C'est vrai. Ouais. Il y a des gens qui rêvent de ça toute une vie. Eh oui. Et souvent, il y a des gens qui vivent ce que vous vivez et qui décrivent leur réveil en disant « j'ai vécu la nuit noire de l'âme ». C'était tellement puissant et donc tellement violent, tellement transformateur que je l'ai vécu comme une nuit noire de l'âme. Ça, c'est quand la lessive n'a pas été faite avant. C'est bien dit. Ma lessive a duré 20 ans. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, quand c'est arrivé là, justement, cette lessive avait tellement été faite et refaite que il restait des mémoires transgénérationnelles, des mémoires de vies antérieures. Il restait des petits trucs quand même. Hein. Ma conscience se plaçait sur des blessures à l'intérieur et ces blessures-là, mais ça faisait paf! Ça pétait. Vous devez remercier quand même vos psys aujourd'hui. Oui. Ça aussi, vous savez qu'il y a des gens qui rêvent de faire des psychothérapies et qui en ressentent en tout cas le besoin, profondément, intrinsèquement, et qui vont mettre des années à trouver le bon, comme on dit. Oui. Il n'y a pas de mauvais psy ou de mauvais psychologue. Oui. Il y a simplement quelqu'un qui nous correspond ou pas. Exactement. Et j'ai eu la grâce de trouver des gens qui... plus tard, j'ai su que les 2 psys principales étaient elles-mêmes sur des chemins d'éveil. Ce que je ne savais pas dans le temps, évidemment. Oui, je les remercie infiniment. Donc aujourd'hui, vous accompagnez, il faut écrire. Ah, oui, un jour, oui. Auriez-vous du temps à vendre, Marc? Du temps à vendre? Oui, parce que c'est ce qui me manquerait, en fait, pour écrire. Ou que je puisse ralentir un peu le temps ou dormir un peu moins. Je sais, je connais ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'appel d'écrire depuis que je suis toute petite, en fait. Je sais que je vais écrire. Je peux pas quitter cette incarnation-ci sans écrire. Vous savez que parfois, quand je fais les interviews comme ça, j'entends des choses. J'entends une phrase qui me vient et je me dis, dis-le. Okay. Je vous le dis, mais bon. Et j'entends, c'est pas écrire que doit faire cette dame, c'est mettre en musique son éveil spirituel. Je vous sors ça comme ça, hein. J'entends le truc, je dis tiens, je vais lui dire. Oh ben merci Marc, je vais laisser cette musique descendre à l'intérieur de moi et on va voir ce qui émerge de ça. Ça serait intéressant de savoir, de composer quelque chose en rapport avec votre ressenti profond de toute cette transformation, évolution, métamorphose, renaissance, éveil.
Ah, puis quand vous dites ça, ce qui me vient, c'est la musique des mots. Parce qu'en fait, même quand j'étais pianiste, j'étais pas du tout compositrice. Hein. J'ai pas de talent de compositeur. Par contre, ce que vous m'évoquez, c'est plus la musique des mots à l'intérieur, de laisser les mots et de laisser ce qui est être musique. Quand on parle, on dit que à l'origine, il y a le verbe. Le verbe est une vibration. La musique est une vibration. Ah oui. Vous pourriez avoir la même vibration pour les deux. Ah, mais ça, quand j'écris, c'est totalement ça. Parce que quand j'écris, j'ai l'impression que les mots se chantent. Bien sûr. Donc, composer. Ce serait magnifique, c'est incroyable. Ah ben oui. J'ai un album à la maison d'un monsieur qui s'appelle Stephen Roche. Stephen Roche est un compositeur qui a écrit tout un album suite à une EMI qu'il a fait. Et il a essayé de retranscrire ce qu'il a vécu dans ce voyage de mort imminente. Et il en a composé voilà, des mélodies. Voilà. Stephen Roche, regardez la référence de ce monsieur, c'est assez incroyable. Et donc je me dis, vous en tant que pianiste, sans aller chercher évidemment des choses qui vous permettront de faire des concerts dans des stades demain, évidemment, c'est pas l'objectif, mais au moins d'enregistrer quelque chose au travers de cette vibration, qui est la même vibration que les mots, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, c'était une volonté. C'est beau, c'est beau. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'entends, dis-lui de faire de la musique. Ben merci, c'est bien reçu. C'est bien reçu. Je vais saluer évidemment Claudette Vidal. Alors, allez voir sur le site abctalk.fr. On a enregistré une émission avec Claudette quand elle était de passage à Paris. Ça avait beaucoup réagir aussi. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Claudette Vidal, c'est une femme qui... Il y a des gens comme ça, quand je dis que vous êtes touchés par la grâce, alors évidemment, il y a votre accompagnement psy qui a duré 20 ans avec les bonnes personnes, visiblement. Et puis, on sent aussi que la vie vous a permis de rencontrer aussi d'autres personnes dans cet éveil spirituel. Hein. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Quand ça s'est ouvert, en fait, je savais pas c'était quoi. Au moment où c'est tombé dans le silence, où j'ai vu que j'étais rien, mais je savais pas c'était quoi qui s'était révélé. Alors, j'ai cherché sur Google. J'ai tapé « Je ne suis rien ». Enter. Et alors, qu'est-ce qui sort? Ben, Google me sortit, en descendant un peu, me sortit éveil spirituel. Et là, ça décrit l'éveil, c'est le dépouillement de tout ce qu'on n'est pas pour trouver ce qu'on est qui est rien. Et avec étonnement, j'ai découvert, il y en a qui font ça. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui enseignent ça. Alors là, ben, j'ai cherché, parce que moi, j'avais toujours été accompagnée. Pour moi, c'était naturel de me faire accompagner là-dedans. Hein. J'ai cherché éveil spirituel, accompagnement. Enter. Et là, j'ai trouvé Claudette. Extraordinaire. Ouais. Il y a des parcours comme ça qui sont absolument fascinants. Alors, je rappelle que vous pouvez évidemment contacter Mireille. On va vous mettre tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez peut-être partager des choses, vous faire accompagner par Mireille au travers de ce qu'elle préconise, de ces séances énergétiques. Alors, ne lui dites pas à Mireille qu'elle est thérapeute. Ne lui dites pas qu'elle fait des soins énergétiques. Vous n'aimez pas ça, hein. En tout cas, vous n'êtes pas très raccord avec ça. Bah, on dirait que les étiquettes ne me collent plus. Pourtant, accompagnatrice, c'est une étiquette. Ouais, Qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi dans la vie? Vous faites quoi dans la vie? Je suis ce que je suis. Non, mais ça rentre pas dans les cases, madame. Ouais, ça, pas... ouais, administrativement parlant, ça rentre pas dans les cases. Vous avez raison. Non, je fais de l'accompagnement. Je dis que je fais de l'accompagnement. D'accord. Ouais. L'accompagnement, je pourrais dire de l'accompagnement soutenu par des séances énergétiques. Voilà. Ouais. Voilà. C'est quand même pas mal. Ça va, hein? ça vous va là, c'est bon. Ça va, ça va. Parfait. Je vous remercie infiniment. On met le site à conscience-en-éveil.com. Oui, conscience-en-éveil.com. Allez bien voir le site internet. Regardez bien tout ce qui est préconisé, tout ce qui est suggéré. Est-ce qu'il y a ce qui a fonctionné pour vous au travers de 20 ans de psychothérapie, vous le conseilleriez à n'importe qui? Oh, j'ai pas de conseils à donner. Ce qui me vient, c'est écouter votre petite voix. Écoutez la petite voix de votre cœur. Et puis, on sait de quoi on a faim. Et quand ça s'est ouvert, je savais où aller. J'ai trouvé des accompagnements. Il y a eu Claudette, mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu plusieurs accompagnateurs non duels. On dirait que je savais, j'avais envie de faire ma salade de fruits avec mes propres fruits que je savais de quoi j'avais faim. Voilà. Alors, s'il y a un conseil, ça pourrait peut-être être juste écouter votre petite voix et écouter votre cœur, écouter votre corps, et il va vous dire où aller.
Sauf que parfois, et ça je l'entends régulièrement, et Bibi sait de quoi il parle, c'est que notre cœur ou notre corps parfois se camoufle derrière l'ego. Ah ben oui. Oui, moi je veux. Moi je veux. Ah. Et on est persuadé que c'est l'intuition. Ah, ça part pas de la même place. On dirait que le je veux, quand on regarde à l'intérieur de nous, justement, dans notre corps, dans nos références corporelles, on peut développer certains paramètres qui nous disent où on est. Si je suis dans l'ego, peut-être que mon plexus, il va être serré, puis que je vais avoir les fesses serrées aussi. Quelque chose et je veux un résultat précis. Tandis que si je suis dans l'être, si je suis être, c'est très calme, c'est détendu, il n'y a pas de tension là, il n'y a pas d'attente. C'est paisible, c'est cool, hein? Les choses vont se passer comme elles vont se passer. C'est vrai que quand je vous entends, je prends conscience du chemin qui me reste à parcourir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est passionnant de vous entendre et je suis et effectivement, vous devez être dans une gratitude. La gratitude m'inonde à chaque heure. J'imagine. Vraiment. Des fois, j'ai l'impression que je suis gratitude, j'aurais envie de dire merci, puis je sais pas à qui dire merci parce que merci à la vie que je suis, merci à moi en tant que vie. C'est des merci qui pleuvent sur eux-mêmes. Mais en tout cas, on peut dire merci sans savoir où ça va. Exact. Ni connaître la destination finale, mais au moins on dit merci. Exactement. Et je vais vous dire merci alors. Ben, je vous remercie aussi beaucoup, Marc. Merci et à infiniment. toute votre équipe. Merci. Merci beaucoup. Mireille Côté, on vous met tous les liens, le site internet évidemment, toutes les informations qui vous permettront de recevoir l'accompagnement de Mireille, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette petite balle bleue. À très bientôt. À bientôt. Merci et n'oubliez pas de composer. Hein. Faites-nous une petite musique qui va bien. À votre santé. Ah ouais, exactement. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain portrait avec une autre rencontre d'autres personnalités ici depuis Montréal. Salut à tous.